des réfugiés rwandais rescapés en République du Congo, mesdames et messieurs de la société civile des réfugiés rwandais rescapés en République du Congo, mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités en vos rangs, grade et qualité, chers parents réfugiés rwandais rescapés des massacres du front patriotique rwandais vivant en République du Congo. Nous sommes réunis ici ce 9e jour du mois de février pour assister à la conférence de presse qu'organise l'association Espoir. Et le thème donc porte sur pourquoi nos réfugiés rwandais rescapés des massacres perpétrés par le FPR craignons de rentrer au Rwanda et refusons tout document d'identité délivré par le gouvernement du Rwanda. En peu de mots, disons que l'association Espoir regroupe les rescapés de ces massacres perpétrés par l'OFR, à l'époque c'était l'armée patriotique rwandaise, en République démocratique du Congo entre 1996 et 1997, à l'époque ex-Zaïre. Donc, dans les victimes ne sont donc que des réfugiés rwandais éparpillés dans les pays limitrophes de la République démocratique du Congo et d'autres, et une partie d'entre eux vivent en République du Congo. Il s'agit donc ici d'une association apolitique et à but non lucratif, dont l'objectif principal est de défendre le droit de ces rescapés, notamment avoir une justice équitable. Vous aurez donc plus de précisions sur cette association dans le mot du coordinateur de l'association. Alors sans trop tarder, cette conférence de presse vous sera présentée selon le plan ci-après. Donc le mot d'ouverture sera fait par M. Mugemana Jean Bosco, qui est le coordinateur de l'association. Ensuite, sera donc présenté l'exposé sur l'introduction et la demande de reconnaissance du génocide de ces réfugiés hutus rwandais en ex-Zaïre de 1996 à 1997, entre parenthèses, génocide. D'après le rapport mapping, ce n'est pas nous qui inventons ces termes, avec tout le respect de vous les faits. Prions, notre Père et notre Dieu, notre Roi, nous te disons infiniment merci de nous avoir gardés et de nous amener dans ce lieu. C'est toi qui l'as permis, notre Père. Nous mettons cette conférence entre tes saintes mains. De même que tu nous as gardés en venant dans ce lieu, garde-nous durant le déroulement, afin que tout se passe en paix et dans la patience et dans la connaissance, et sans oublier notre Dieu qui nous a créés. Oui, notre Père, nous te disons merci, garde-nous et nous disons Amen. Une fois de plus, je vous prie donc de rester debout. Donc nous vous prions de rester debout afin d'observer une minute de silence en mémoire des nôtres qui ont été victimes de ces atrocités, de la barbarie humaine, alors qu'ils espéraient vivre en menant une vie paisible. Je vous en prie. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Jean Bosco, Monsieur le Bordeaux, vous avez la parole. Merci, Monsieur le modérateur. Comme nous le savons au sein de notre association, l'association Espoir est créée en l'an 2017, en avril, et a été reconnue officiellement par l'État congolais le 17 avril 2017. Notre association, c'est une association à but non lucratif, à caractère humanitaire et socio-culturel. Chers invités,
Au nom de notre association, je vous souhaite les bienvenus et la bonne participation dans notre conférence d'aujourd'hui. Mais avant que les exposés ne commencent, je voudrais vous donner un message à transmettre au peuple congolais. Ce message n'est que le mot de remerciement. Nous, réfugiés rwandais rescapés des massacres du Front patriotique rwandais, après plus de 20 ans d'exil au Congo, avons pu nous épanouir dans tous les domaines de la vie sociale, culturelle, éducative et économique. Ainsi, nous avons pu trouver la paix, la tranquillité et la stabilité que nous avons manqué dans notre pays d'origine, le Rwanda. Au nom de l'association Espoir, qui regroupe les 10 rescapés, qu'il nous soit permis d'exprimer nos sincères remerciements et notre profonde gratitude au peuple congolais et à son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, le père de la nation congolaise, pour tous les bienfaits à l'égard de cette population de réfugiés rwandais rescapés, arrivés désespérément au Congo en 1997, dans les circonstances que tout le monde sait. Nous, réfugiés rwandais, rescapés des massacres perpétrés en RDC, nous n'avons cessé et nous ne cesserons jamais de rendre un vibrant hommage au peuple congolais du fait de son hospitalité légendaire. De ce fait, nous sollicitons toujours la clémence du peuple congolais pour continuer de nous octroyer de la protection et plaider pour notre cause. Que Dieu bénisse le Congo à jamais. L'association Espoir. Après ce message, je déclare ouvert notre conférence. Je vous remercie. Regroupés dans l'association Espoir, sommes rescapés des massacres perpétrés par le Front patriotique rwandais et ses alliés depuis 1990 jusqu'à nos jours. Après la prise du pouvoir par force, le FPR a poursuivi les massacres en détruisant les camps de réfugiés d'Alex-Zaïre, en violant nos mères, sœurs, filles et femmes, en nous massacrant jusqu'à notre entrée en République du Congo et autres pays limitrophes de l'ex-Zaïre, actuellement RDC. Comme cela a été rapporté par plusieurs rapports policiers, notamment le rapport de Robert Jackson de 1994, le rapport de Roberto Garreton de 1998, le plus emblématique rapport Mapping de l'ONU publié en 2010, ainsi que d'autres différents rapports de plusieurs ONG internationales de défense des droits de l'homme. 1. Demande de reconnaissance du génocide des réfugiés hutus-rwandais en ex-Zaïre de 1996 à 1997, génocide oublié, poursuivre et punir les auteurs présumés. En ce qui concerne le génocide oublié des Hutus, massacre des Hutus dans l'ex-Zaïre depuis 1996 jusqu'à nos jours, nous vous informons que même son Excellence M. Kengo Adongo, ancien Premier ministre de l'ex-Zaïre, à cette époque-là, actuel président du Sénat de la République démocratique du Congo, avait confirmé lors de sa première interview en exil après la chute du président Mobutu en disant « Je connais très bien ceux qui ont bombardé les réfugiés hutus-rwandais dans le camp pendant cette période d'extermination et le moment viendra pour en témoigner. » Toujours dans le cadre de témoigner des massacres planifiés, organisés et exécutés des centaines de milliers de réfugiés hutus-rwandais perpétrés par APR, Armée patriotique rwandaise, entre 1996 à 1997, lors d'une interview accordée au journal Le Soir, le 7 mars l'an 2001 à Kinshasa, son Excellence, Monsieur le Président
de la RDC, Joseph Kabila, avait aussi déclaré sans embâche ceci. C'est vrai, j'étais là. Lorsque la ville de Kisangani est tombée en main de AFDEL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du peuple, qui a renversé Mobutu du pouvoir. J'étais avec les Rwandais. Et lorsque j'ai vu comment ils se comportaient avec les réfugiés Hutus, j'ai pensé qu'un jour, nous aurions la guerre avec ces gens-là. Mais à l'époque, il était impossible de parler de cela. Et par la suite, tout a été fait pour bloquer la commission d'enquête de l'ONU par Bizima Karaha, entre autres, qui était alors ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, bien sûr, si l'ONU voulait encore enquêter sur cette affaire, elle sera la bienvenue. Sur ce livre intitulé Joseph Kabila face à la presse, recueil des interviews du chef d'État 2001 jusqu'à 2005, un génocide publié, page 25. On peut aussi trouver les mêmes extraits dans le livre Géopolice africaine numéro 2, par 2001, page 55. À propos des estimations du nombre de réfugiés Hutus dans les massacres perpétrés par Paul Kagame et sa bande criminelle, le juge espagnol Fernando Andreu Merel cite le chiffre de 4 millions au Rwanda et à l'ex des Zaïre pour la période de 1990-2000. Dans le texte qui accompagne les 40 mandats d'arrêt contre Paul Kagame et ses proches collaborateurs. En février 1997, accompagné des caméras de télévision, Emma Bonino, alors commissaire européen à l'action humanitaire, va à la rencontre des réfugiés Hutus rwandais au Zaïre, précisément à Timbitiki. À son retour à Bruxelles, elle accuse l'AFDEL d'avoir transformé l'Est du Zaïre en véritable abattoir. Elle a dit ceci: des violations massives des droits de l'homme ont été perpétrées dans les territoires contrôlés par les rebelles, déclare-t-elle, au cours d'une conférence de presse. Elle a parlé de carnage incompréhensible. Elle accuse également des pays voisins, dont le Rwanda, de ne rien faire pour empêcher ces actions, voire les encourager. Dans un compte rendu de sa mission, elle écrit: je me suis rendu au Zaïre pour rencontrer des gens qui n'existaient pas, ou plus exactement, des gens qui n'existaient pas. Cela même que le Gotha des généraux des armées les plus puissantes n'avaient pu repérer avec leur radar, et dont les capitales bien informées avaient décrété qu'ils étaient réintégrés dans leur pays. Des gens qui n'existaient pas et qui réexistent maintenant. Sortant de la forêt dans un état épouvantable, j'ai l'impression de revenir de l'enfer. Un rapport de l'ONU remis à Kofi Annan le 30 juin 1998 confirme l'ampleur des massacres de réfugiés Hutus, même si les enquêteurs dirigés par Roberto Carton ne sont pas allés au terme de leurs enquêtes. Le secrétaire général de l'ONU a écrit au Conseil de sécurité en prenant certaines conclusions de ce rapport. Les tueries auxquelles se sont livrés l'AFDEL et ses alliés, y compris des éléments de l'armée rwandaise, constituent des crimes contre l'humanité, soulignant que les enquêteurs pensent que certains meurtres peuvent constituer des actes de génocide selon l'intention qui les motive. Néanmoins, dans sa déclaration du 30 juillet 2001 sur la Voix d'Amérique, le rapporteur spécial de l'ONU pour les droits de l'homme, Roberto Galleton, avait confirmé qu'il s'apprêtait à relancer l'enquête sur les massacres de centaines de milliers de réfugiés Hutus rwandais dans l'ex-Zaïre, actuellement RDC. Jusqu'à présent, les auteurs ou co-auteurs de ces actes odieux circulent librement sans qu'ils ne soient inquiétés. À titre d'exemple, le président Paul Kagame, le général James Kabarebe, pour ne citer que cela,
la liste est longue. Ce qui est traumatisant, les réfugiés hutus rwandais rescapés de ce génocide continuent à être tués, violés, malmenés, sous silence au vu et au su du monde entier. Le journal Le Monde fait l'état d'une lettre le 5 août 2010 du ministre des Affaires étrangères rwandais adressée au secrétaire général de l'ONU, dans laquelle lui fait la demande de revenir sur ses divers engagements auprès des Nations Unies, tout particulièrement dans le domaine du maintien de la paix. Au cas où le rapport serait publié, ferait l'objet de fuites dans la presse. Les engagements font référence notamment aux 3300 soldats rwandais déployés au Darfour dans le cadre de la MINUAD, la mission conjointe de l'ONU et l'Union africaine. Ban Ki-moon a pris très au sérieux cette menace et a mis en garde le haut commissaire pour les droits de l'homme, Navalny Pillay, contre l'utilisation du mot génocide pour les crimes de l'armée rwandaise dans la version finale du rapport. Malgré cela, plus de 20 ans, nous, réfugiés hutus rwandais, rescapés de ce génocide, espérons patiemment qu'un jour, les auteurs ou co-auteurs seront traduits en justice afin de répondre à leurs actes génocidaires, car les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme reconnaissent le droit à une justice honnête, équitable et impartiale. Nous rappelons à son Excellence, Monsieur le Secrétaire général de l'ONU, que la Charte des Nations Unies, dans ses articles 39, 41 et 42, donne le pouvoir au Conseil de sécurité à mener toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou rétablissement de la paix et de la sécurité internationale en cas d'agression ou d'une menace contre la paix. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 6, alinéant 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Sur ce, nous nous demandons pourquoi le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a jamais réagi pour arrêter le génocide des réfugiés hutus rwandais en particulier et des Hutus en général dans l'ex-Zaïre, perpétré par APR depuis septembre 1996 jusqu'à nos jours. Et pourquoi n'a-t-il pas confirmé ce génocide des Hutus? Pourquoi ne pas poursuivre les auteurs de ce crime de tout genre alors qu'ils sont connus et circulent librement jusqu'à présent sans être inquiétés? Nous pensions que l'ouverture d'une enquête sur les crimes de tout genre commis à l'encontre des Hutus ne pouvait pas tarder et demander beaucoup d'efforts, car tous ces massacres de réfugiés n'ont pas été le fait du hasard. Il révèle d'un plan conçu de longue date, planifié et exécuté par le FPR et ses sponsors. Le général Paul Kagame le confirme lui-même en disant ceci. J'en avais assez de voir tout le temps mentir. Et puis, il est temps de dire la vérité pour soulager le pauvre Kabila de la pression internationale concernant les massacres de réfugiés et reconnaître le rôle des uns et des autres. En plus, pour montrer à suffisance que les éléments du génocide des réfugiés hutus sont réunis, à savoir l'intention et planification, le président Paul Kagame, regrettant dans son discours du 7 avril 2007 à Murambi, lors de la cérémonie du 13e anniversaire du début du génocide qu'il a lui-même provoqué, de n'avoir pas pu châtier des Hutus en disant ceci. Mon unique regret est de n'avoir pu exterminer tous ces millions de gens qui nous ont échappé en 1994. Ceci témoigne clairement l'intention d'exterminer l'ethnie Hutu.
l'élément essentiel pour confronter le génocide. Même si le Rwanda n'a pas ratifié le traité de la Cour pénale internationale CPI, cette dernière est techniquement en mesure de le poursuivre car la RDC a ratifié le traité et les crimes allégués ont été commis sur son territoire. Les témoignages de grandes personnalités ainsi que les rapports onusiens dont nous avons cité en haut peuvent être à la base solide pour la procureure. Notre cause est juste et notre raison est fondée, car nous avons fui notre pays à cause du conflit interethnique, non à cause de la guerre, comme le dit le pouvoir de Kigali et le HCR. Malgré la fin de la guerre au Rwanda, le conflit entre les Hutus et les Tutsis persiste et est très profond, où tous les Hutus sont qualifiés de génocidaires, discriminés, marginalisés et traînés dans la boue devant la juridiction manipulatrice, humiliante et partiale. Bref, depuis la fin apparente de cette guerre interethnique, c'est la loi du vainqueur sur le vaincu. Le cas le plus aberrant est certainement celui du tribunal pénal international pour le Rwanda, TPR, dont la mission était de juger les crimes commis au Rwanda de janvier à décembre 1994. Malgré les instructions détaillées de certains dossiers incriminant les officiers du FPR, le tribunal a fermé les yeux. Plusieurs éléments ont conclu à cette manœuvre cynique. En effet, l'organisation de la justice, entre autres le TPR, a permis au FPR d'accuser qui il veut être génocidaire, négationniste ou divisionniste. C'est le camp de différents prisonniers politiques, d'opposants et des humanitaires. Le fait de constater le jugement au Rwanda comme à l'étranger, qui ne respecte pas le principe d'impartialité, a fait régner une peur constante chez les Hutus. Toutes ces injustices ont fait que beaucoup de Hutus se cachent, se taisent de leur horrifiant calvaire, étant victimes de juridictions censées de les protéger. Ils n'osent pas y avoir recours et de toute façon, ils n'en ont pas les moyens. En tout cas, pas à la hauteur de leur bourreau, le FPR à la tête de l'État rwandais, qui les guette et qui les surveille, qui surveille leurs faits et gestes. Le principal et prioritaire souci de nous est encore de survivre à cette machine à tuer et à diaboliser. Nous passons au point 2 de notre exposé, qui est la clause de cessation du statut de réfugié rwandais. Petit A historique. À ce qui concerne la clause de cessation du fait de circonstances et a cessé d'exister, selon la note sur la clause de cessation du HCR publiée le 30 mai 1997, document SI par 47 par SC par CRP.30, référence 8e réunion à Genève. Les juristes sont parvenus à un consensus sur le fait que l'application de cette clause nécessite un changement dans le pays d'origine de nature fondamentale, durable et effective. Les changements fondamentaux ne sont considérés comme effectifs que s'ils suppriment le motif de la crainte de persécution. En conséquence, ce changement doit être apprécié à la lumière de la clause particulière de la crainte en fait de veiller à ce qu'elle a apprécié à la lumière de la clause particulière de la crainte en fait de veiller à ce que la situation qui justifie l'octroi du statut de réfugié a cessé d'exister. La clause 69 du comité exécutif reflète les principes et souligne l'importance
d'examiner la situation générale du droit de l'homme dans le pays d'origine pour savoir si le changement peut être qualifié de fondamental. Même si le changement intervenu dans le pays d'origine peut être considéré comme fondamentaux, il faut les étudier sur une période de temps suffisamment longue pour conclure à leur stabilité et leur caractère durable. Cette brève période de paix serait considérée comme insuffisante. En conséquence, lorsqu'une région pacifique est entourée d'autres régions en guerre, les changements fondamentaux doivent se stabiliser afin que l'on puisse conclure à leur caractère durable. D'après les experts du HCR, la cessation du statut de réfugié n'est pas en soi d'une solution durable. C'est plutôt la mise en œuvre couronnée de succès qu'une solution durable qui conduira normalement à la cessation du statut de réfugié. Un réfugié cesse d'avoir besoin d'une protection internationale lorsqu'il rentre de son plein gré et se réinsère dans le pays d'origine ou s'installe dans le pays hôte et obtient la nationalité de ce pays, ou se réinstalle dans un pays et obtient la nationalité de ce pays. Selon la conclusion de la note sur la clause de cessation publiée par HCR en date de 30 mai 1997, il convient toutefois de ne pas avoir recours à la cessation du statut de réfugié en tant que raccourci pour résoudre un problème délicat de réfugiés. Lorsque l'application est injustifiée ou prématurée, des clauses de cessation aboutit au retour forcé de réfugiés, les conséquences peuvent en être extrêmement graves, considérées à de nouveaux déplacements au sud du pays d'origine ou à des exodes et présenter des risques pour la vie et la sécurité de la personne. Petit b, situation triquée et inventée à l'intérieur du Rwanda en 2011 par FPR et HCR Genève. Voici la situation triquée et inventée à l'intérieur du Rwanda en 2011 qui a poussé le HR à prendre une décision de la clause de cessation du statut de réfugié rwandais. Depuis les événements de génocide de 1994, l'insécurité au Rwanda depuis le nord-ouest et à l'intérieur en 1998 en raison d'une insurrection. Le Rwanda a connu des changements rapides, fondamentaux et foncièrement positifs. Le pays a profondément évolué depuis le génocide de 1994 et bénéficie aujourd'hui d'un niveau essentiel de paix et sécurité. Des efforts considérables ont été déployés pour favoriser la réconciliation. De mesures importantes ont été adoptées en direction de la démocratie, dont l'adoption d'une nouvelle constitution et la tenue d'élections législatives et présidentielles. Le Rwanda a adhéré à plusieurs traités relatifs aux droits humains et a instauré une commission nationale des droits de la personne chargée de pouvoir et de protéger les droits de la personne. La peine de mort a été abolie. Il a été annoncé que la procédure du tribunal Gacaca, tribunal communautaire, lequel avait été source d'appréhension pour de nombreux réfugiés, était la plupart close. Si diverses inquiétudes continuent d'être émises par différents acteurs, comme l'espace restreint à accorder à l'opposition politique dans le pays, les évolutions positives ci-dessus méritent d'être soulignées. La situation du Rwanda ci-dessus provient-elle
du résultat et pour rapport de quelle commission d'enquête onusienne? Est-ce que le HCR n'aurait pas pu associer les organisations internationales des droits de l'homme avant de la confirmer? Le HCR avait confisqué le rapport Gersony qui témoigne le génocide des Hutus perpétré par le Front patriotique rwandais en 1994. HCR Genève a publié un document le 30 décembre 2011 concernant la mise en œuvre de la stratégie globale relative à la situation des réfugiés rwandais. Dans son point 11, page 3, cette institution onusienne a été faussement 4 août 1994 et octobre 2002, quelques 3 100 000 réfugiés rwandais ont regagné leur pays. Dans quelles conditions? À l'aide de quelle organisation internationale? Pourquoi la communauté internationale, en l'occurrence le HCR, ne parle jamais des statistiques de réfugiés rwandais massacrés en ex-Zaïre, en complicité avec le RPR? Il est regrettable qu'une institution onusienne comme le HCR puisse ignorer consciemment que les réfugiés rwandais ne sont pas entrés au Rwanda volontairement, car en 1996, il y a eu le démantèlement des cas de réfugiés à l'est de l'ex-Zaïre RDC par les militaires de l'armée patriotique rwandaise. La majorité parmi tous ces réfugiés ont été massacrés dans les forêts de l'ex-Zaïre, Goma, Bukavu, Walikale, Shabunda, Tingitingi, Kisangani, Mbandaka et ailleurs. Même différents rapports de l'ONU en témoignent à long et à large. Ceux qui ont été capturés et rapatriés de force par l'armée patriotique rwandaise en violant les conventions de Genève de 1951, de l'OIA de 1969, aux yeux ouverts de la communauté internationale, ont été soit emprisonnés par la suite, soit tués, massacrés, systématiques, politiquement motivés contre les Hutus rwandais. Le reste est actuel dans l'esclavagisme et d'autres travaux forcés comme le rapport des organisations internationales de droits de l'homme en témoignent. On peut citer entre autres le FIDH, le Human Rights Watch, sauf quelques personnes que le régime de Kigali utilise comme étiquette en fait de tromper l'opinion internationale. Cependant, un petit nombre de rescapés de ces génocides oubliés a pu se cacher dans les forêts de l'ex-Zaïre jusqu'à maintenant. Et les autres ont traversé les frontières secrètement, désarmés et des bombardements vers le pays limitrophe de l'ex-Zaïre, dont la République du Congo, la Centrafrique et autres en 1997. Ce qui est très inquiétant par le nombreux raisons de lobbying, nos bourreaux ont pu influencer le HCR pour mettre fin à notre statut de réfugié. De ce fait, nous rappelons à son Excellence, Monsieur le Secrétaire général de l'ONU, ainsi qu'au personnel onusien, que l'article 100 de la Charte des Nations Unies stipule alinéa 1, dans l'accomplissement de leurs devoirs, le secrétaire général et le personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ils sont responsables envers l'organisation. Alinéa 2. Chaque membre de l'organisation s'engage à respecter les caractères
exclusivement internationales, des fonctions du secrétaire général et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans les actions de leurs tâches. Leur indépendance, le personnel onusien est généralement clairement réaffirmé dans les autres actes constitutifs des organisations internationales. Par exemple, l'article 9 de la Constitution des organisations internationales du travail, l'article 6 de la Convention de l'UNESCO ou l'article 36 du statut du Conseil de l'Europe. Le point 5, irrégularité dans la prise de décision de la clause de cessation du statut de réfugié rwandais. Avant de prendre la décision de la clause de cessation du statut de réfugié rwandais, rescapés de massacres et de génocides oubliés, planifiés et exécutés par le régime de Kigali ainsi que leurs alliés, suivant les normes du HCR, la communauté internationale devrait d'abord tenir compte des préoccupations et revendications de réfugiés hutus-rwandais et nous associer dans des réunions de prise de décision concernant quadripartite au lieu de faire seulement d'associer la tripartite. Constituer et renvoyer au Rwanda une commission d'enquête indépendante de l'Organisation des Nations Unies pour s'assurer si réellement les conditions sont réunies, comme avait fait une HCR en juillet 1994 en constituant la commission de Gersony. Contacter les organisations internationales des droits de l'homme qui maîtrisent la situation actuelle tant sécuritaire que sociopolitique à l'intérieur du Rwanda, comme Human Rights Watch, FIDH, Amnesty International, Commission africaine des droits de l'homme et tant d'autres, car on doit prendre une décision à partir des données palpables pour éviter des décisions inappropriées. Encourager les dialogues interrwandais et inclusifs au Rwanda ainsi que véritable réconciliation entre les Hutus et Tutsis en fait de retrancher une fois pour toutes le problème du Rwanda en particulier et de la région des Grands Lacs en général. À part des raisons impérieuses qui ont motivé notre fuite massive, depuis le Rwanda vers les pays limitrophes dont le plus grand nombre est à passer par la RDC dans des forêts sous les cryptements de balles, bombes et des armes blanches, en traversant des rivières, fleuves. La crainte actuelle nous empêche également d'envisager notre retour volontaire et elle est fondée sur des raisons suivantes. Nous avons peur d'être tués et emprisonnés injustement par les mêmes pouvoirs qui nous ont persécutés depuis le Rwanda jusqu'aux frontières de la République du Congo. Surtout que le président Paul Kagame n'a jamais cessé de regretter de ne pas avoir eu le temps suffisant de nous exterminer. Nous avons peur de la loi taillée sur mesure comme la loi sur le crime de génocide, la loi sur l'idéologie génocidaire, la loi sur le révisionnisme et le négationnisme dont les victimes ne sont que les Hutus. Nous craignons et déplorons l'absence de la justice équitable pour les victimes Hutus. En tant que les rescapés, nous n'avons pas le droit de mémoire pour les nôtres tués par le FPR. Quiconque ose réclamer cela est frappé par les 3 lois précédemment
pays. Nous redoutons l'utilisation du crime pour tous les enfants Hutus, même ceux qui sont nés après le drame rwandais de 1994, à l'intérieur qu'à l'extérieur du Rwanda, doivent demander le pardon aux Tutsis. Selon Paul Kagame et son régime tyrannique, tous les Hutus sont des génocidaires. Lors de son discours de 30 juin 2013 devant la jeunesse rwandaise, plus de 800 jeunes qui étaient rassemblés, il a culpabilisé tous les Hutus en ces termes. Même si je cite, excusez-moi, même si tu n'as tué, lève-toi pour demander le pardon pour ceux qui ont tué en ton nom. Pourquoi va-t-il te taire alors qu'il y a eu une personne qui a tué en ton nom? Il a culpabilisé cette jeunesse Hutu pour ce génocide lorsque cette rencontre avait pour but de parler de l'avenir, de la réconciliation et du rôle de la jeunesse dans la reconstruction du Rwanda nouveau. Nous refusons aussi d'être chosifiés par le régime de Kigali. Présentement, à l'intérieur du Rwanda, les Hutus ont une valeur inférieure par rapport aux vaches. La preuve en est que même si un Hutu blesse une vache par accident, celui-ci doit être tué sans jugement par les agents de l'ordre. D'après le rapport de Human Rights Watch de juillet 2017, il y en a d'autres infractions fomentées pour tuer les Hutus sans être jugés. On peut citer par exemple pêche avec un filet illégal, absence à l'Ouganda, travail communautaire obligatoire. Ceci montre à suffisance que les Hutus sont devenus des esclaves au Rwanda au XXIe siècle. Or, l'article 4 de la Déclaration universelle du droit de l'homme stipule que, je cite, « Nul ne sera tenu en esclave ni en servitude. L'esclave et la traité d'esclave sont interdits sous toutes leurs formes. » Nous craignons la méchanceté du Paul Kagame. Ainsi, ses discours haineux et cruels. À titre illustratif, ce dernier avait dit dans son discours déshumanisé et déshumanisant, prononcé le 7 avril 2007 à Moran, au cours d'un meeting, en disant, je cite, « Je regrette que mes troupes n'ont eu ni le temps ni la capacité militaire de liquider tous les millions de réfugiés. » Il a cependant promis que si l'occasion devait se présenter, il ne laisserait pas sur les moyens pour finir le travail. Ne serait-il pas là l'occasion en question, tant attendue par Paul Kagame? Les propos du président Paul Kagame dans son discours du 4 juin 2014 devant le public en disant, je cite, « Vous entendez parler par les organisations des droits de l'homme à travers les médias, des arrestations arbitraires, des détentions illégales et des portées disparues. Des arrêtés seulement, cela ne suffit pas. Par contre, nous allons commencer à les fusiller publiquement en plein jour. Et ceux qui auront l'occasion de nous échapper, ils seront attrapés par nos éléments là où ils iront. » À titre d'exemple, colonel Théoneste Lizinde, Setse Dachonga et Bigirimfura, tous sont des Hutus des services ayant travaillé avec le FPR, assassinés à Nairobi, Kenya. Colonel Patrick Karegeya, Tutsi, ex-chef de service de renseignement extérieur,
assassiné le 1er janvier 2014 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Mugisha Emmanuel, alias Kafilimbi Emi, militaire de l'armée patriotique rwandaise depuis 1991. Ce dernier a été enlevé le 13 novembre 2014 à Nairobi, alors qu'il se prêtait à témoigner devant le juge antiterroriste français, Marc Prévitic. La participation des chefs responsables du FPR à l'assassinat du président Juvenal Habyarimana et Cyprien Hadiamila, tout pour tout, ainsi que leur suite dans un attentat contre leurs avions. La fermeture de l'espace politique au Rwanda, la preuve de manque de démocratie au Rwanda, et que toutes les Rwandaises ou Rwandais qui osent participer au changement politique de son pays est emprisonné. À l'exemple de Madame Ingabire Victoire Umuhoza, Deo Mouchaïdi, Dr Théoneste Ni Tegeka, soit empêché de rentrer dans son pays comme Abbé Thomas Naïmana et ses collaborateurs, ainsi que Faustin Twagiramungu, sans oublier aussi le cas de Diane Rwigara. En plus de cela, le régime de Paul Kagame est inflexible au dialogue politique et inclusif entre les Rwandais. Dans le rapport publié par le Human Rights Watch, jeudi le 13 juillet 2017, les forces de sécurité rwandaises ont exécuté au moins 37 personnes entre juillet 2016 et mars 2017, sans les poursuivre en justice. Selon cette organisation de défense des droits de l'homme, cette vague d'exécutions extrajudiciaires entre dans le cadre d'une stratégie officielle pour répondre à la peur, fait respecter l'ordre et dissuader de toute résistance aux ordres ou aux politiques du gouvernement. Malgré ce fait que ces meurtres eu lieu devant de nombreux témoins, ils n'ont pas été évoqués publiquement au Rwanda, où les médias sont muselés et ont peur de l'exprimer, souligne Human Rights Watch. Parmi les personnes tuées sans jugement figurent des gens accusés d'avoir volé des bananes, des cannes à sucre, des maniocs, une vache, des bicyclettes, des chaussures, des motos, etc. Toujours selon le rapport basé sur 119 entretiens avec les membres des familles, des témoins, des officiels et autres. Au moins 11 hommes ont été tués pour avoir utilisé des filets de pêche illégaux sur le lac Kivu. Imaginez-vous enlever la protection internationale aux réfugiés Hutus qui ont fui un pays comme le Rwanda où une vache a une valeur plus que des êtres humains, entre parenthèses, comme les Hutus. Cette pratique odieuse et inhumaine, autant pour moi, vient de prendre ampleur publiquement, alors que le régime de Paul Kagame avait déclaré il y a quelques années l'abolition de la peine de mort pour tromper la vigilance de la communauté internationale, en fait que cette dernière puisse accepter de transférer des prisonniers accusés d'être des génocidaires vers les prisons du Rwanda. Les conventions internationales relatives aux réfugiés qui doivent être respectées. Compte tenu de tout ce que nous subissons depuis des décennies, aux vies et aussi en toute indifférence de la communauté internationale,
contrairement aux conventions internationales relatives aux réfugiés, nous déplorons l'injustice et le non-respect qui constituent une violation flagrante de nos droits. Nous pouvons citer entre autres Déclaration universelle des droits de l'homme, article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne. Article 14, alinéa 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays. Prenant l'acte de ce que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a pour tâche de veiller à l'application des conventions internationales qui assurent la protection des réfugiés et reconnaissant que la coordination effective des mesures prises pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des États avec le Haut-Commissaire. Article 3. Non-discrimination de la Convention de Genève de 1951. Les États contractants appliqueront les dispositions de cette convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine. Article 33, alinéa 1 de la Convention de Genève de 1951, défense d'expulsion ou de refoulement. Aucun des États contractants n'exclusera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Article 2, asile de la Convention de l'OIA. Les États membres de l'OIA s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir dans le cadre de leur législation respective pour accueillir les réfugiés et assurer l'établissement de ceux d'entre eux qui, pour des raisons sérieuses, ne peuvent ou ne veulent pas retourner dans leur pays d'origine ou de celui dont ils ont la nationalité. 2. L'octroi du droit d'asile aux réfugiés constitue un acte pacifique et humanitaire et ne peut être considéré par aucun État comme un acte de nature inamicale. 3. Nul ne peut être soumis par un État membre à des mesures telles que le refus d'admission à la frontière, le refoulement ou l'expulsion qui l'obligerait à retourner ou de demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour des raisons énumérées à l'article 1, paragraphe 1 et 2. Lorsque l'État membre éprouve les difficultés à continuer d'accorder le droit d'asile aux réfugiés, cet État membre pourra lancer un appel aux autres États membres, tant directement que par l'intermédiaire de l'Organisation de l'Unité africaine et les autres États membres dans l'esprit de solidarité africaine ou de coopération internationale, prendront les mesures appropriées pour alléger le fardeau dit États membres en accordant le droit d'asile. Nous sommes les réfugiés rescapés autour rwandais de plusieurs atrocités et crimes contre l'humanité, voire du génocide perpétré par le APR depuis le 1er octobre 1990 au Rwanda et à l'ex-Zaïre de 1996 à 1997. Comme le témoigne le rapport de Roberton Garreton de 1998 et le rapport des experts onisiens, dit rapport Mamping, publié
en 2010, selon lequel nous sommes victimes et témoins. Malgré ces rapports, les auteurs du dit massacre n'ont jamais été jugés, mais plutôt continuent de nous intimider, diaboliser, harceler et plus grave encore, ce régime met en place FPR en utilisant les ambassades, nous poursuit dans les pays d'asile pour nous massacrer et kidnapper. Les exemples ont été donnés si haut. Ils continuent à utiliser des stratégies pour gagner la confiance de la communauté internationale, depuis la prise du pouvoir par des armes jusqu'à nos jours. Montrer au monde entier que tout va bien, que le Rwanda est le havre de paix et coule le lait et le miel, que les droits de l'homme sont respectés, bref, que c'est un paradis où il fait beau vivre. Pourtant, derrière ces mensonges se cache la vraie vérité. Le peuple rwandais Hutu vit sur les magments tissés par la théorie du génocide dont les auteurs ne veulent pas entendre parler de la vérité et réconciliation entre les Hutus et Tutsis. En plus de cela, actuellement les Hutus fuient le pays chaque jour vers le pays limitrophe à cause de l'esclavagisme, les tués et les enlèvements. Nous estimons que le Rwanda de Paul Kagame et son FPR n'est pas à mesure de nous protéger car ce sont nos persécuteurs. Il est donc clair que prendre son passeport ou autre document délivré par le régime de Kigali est un piège, surtout que les auteurs de ces massacres n'ont jamais été jugés pour leurs actes. Donc, vous comprenez que c'est un moyen pour faire disparaître les témoins et les traces et ces actes inhumains qu'ils ont commis pendant le génocide du Rwanda et annexé Zaïre. Au moment où les Hutus sont traqués partout dans le monde entier et jugés devant les différents tribunaux nationaux et internationaux, TPIR, sous prétexte de génocide fait aux Tutsis, alors qu'en réalité, c'est la guerre civile entre deux communautés, Hutu et Tutsi, causée par le FPR. Par ailleurs, les responsables du FPR, Front Patriotique Rwandais, et APR, Armée Patriotique Rwandaise, sont aussi accusés ce qui suit. Massacre systématique des populations hutu-rwandaises dans le nord du pays, des envahissements du Rwanda par le FPR et sa branche armée APR, soutenue par l'armée ougandaise depuis le 1er octobre 1990 jusqu'à avril 1994. L'assassinat des présidents Juvenal Habyarimana et Cyprien Ntaryamira, ainsi que leur suite dont 3 ressortissants français, 2 pilotes et un mécanicien, le 6 avril 1994 au Rwanda. Extermination des déplacés Hutus rwandais à Bugesera, préfecture de Kigali-Rurale, venant des préfectures de Kibungo, d'Itarama et ailleurs pendant la guerre avril et juillet 1994. Le FPR utilisant souvent les machines, entre parenthèses, bulldozer, pour les enterrer dans les fosses communes. Massacre planifié et organisé des dizaines et des milliers de déplacés Hutus qui étaient cantonnés à Kibéo, préfecture de Kikungoro, du 18 au 22 avril 1985, c'est-à-dire presque une année après la prise du pouvoir par force au Rwanda, par le FPR aux yeux de la communauté internationale. Parmi les témoins oculaires, on peut citer, entre autres,
Bernard Lapierre, coordonnateur de MSF Sans Frontières, Médecins Sans Frontières à Kidéo, Ivan Edelong de MSF Belge, qui était aussi au Rwanda à cette époque, ainsi que les survivants qui ont pu échapper ces massacres. Selon Bernard Lapierre, le nombre de morts est estimé de 5 à 8 000 morts. Et il y a encore des séquelles. Nous refusons catégoriquement de tomber dans le piège du régime de Kigali, de prendre toute pièce d'identité délivrée par le gouvernement de Kigali ou entrer en contact avec l'ambassade du Rwanda. Comme le veut l'OHCR et le gouvernement rwandais, FPR, qui est notre persécuteur. Ceci, c'est de nous imposer à un rapatriement forcé. Contrairement à l'article 5, alinéa 1 de la Convention de l'OIA en 1969 relative aux réfugiés, qui stipule que le caractère essentiellement volontaire du rapatriement doit être respecté dans tous les cas et aucun réfugié ne peut être rapatrié contre son gré. En plus de cela, aucune convention internationale qui exige à un réfugié de prendre les documents d'identité de son pays d'origine. Sur ce, l'article 1, alinéa 7, point 1 de la Convention de Genève de 1951 et l'article 1, alinéa 4, point A de la Convention de l'OIA de 1969 stipule que un réfugié perd son statut si ce dernier s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité. Nous donnons comme témoin oculaire la population congolaise qui nous a accueillis en 1997 après avoir recouru des milliers de kilomètres à pied dans des conditions très misérables, déplorables, inhumaines, sous le feu de la PR, armée patriotique rwandaise, et par conséquent, nous méritons la protection internationale au lieu de la protection aux Rwandais dont les dirigeants sont nos persécuteurs. Suggestion. Nous demandons que 1. Le HCR Genève ainsi que le secrétaire général de l'ONU s'impliquent pour que nous puissions garder notre protection internationale, c'est-à-dire l'annulation de la clause de cessation du statut de réfugié rwandais parce qu'il a été constaté que cette décision a été prise prématurément, illégalement et à partir des éléments non fondés et imaginaires. Au cas contraire, ça serait la continuité du génocide ayant pour but de nous faire disparaître parce que nous sommes victimes et témoins oculaires de ce génocide. 2. Le gouvernement de la République du Congo, qui nous a accueillis chaleureusement et qui nous a supportés pendant plus de 20 ans, de bien appliquer les conventions internationales et nationales relatives aux réfugiés. Ceci exige la non-application de la clause de cessation tout en emboîtant le pas de tous les pays limitrophes du Rwanda, entre autres l'Ouganda, la RDC, le Burundi et la Tanzanie, etc. Ces derniers témoignent que jusqu'à présent reçoivent régulièrement les réfugiés Hutus via le Rwanda. Troisième suggestion. Au cas où notre pays d'accueil, la République du Congo, éprouverait les difficultés
à continuer de nous accorder le droit d'asile conformément à l'article 2, alinéa 4, asile, de la Convention de l'OIA. Ce dernier pourrait lancer un appel aux autres États membres, tant directement que par l'intermédiaire de l'OIA, pour leur alléger leur fardeau. Nous souhaiterions aussi que la Commission de l'Union africaine s'implique davantage. 4. La communauté internationale en général et la Cour pénale internationale en particulier d'ouvrir une enquête le plus tôt possible sur les crimes contre l'humanité commis par le Front patriotique rwandais FPR contre des réfugiés Hutus tels que prouvés par le rapport Mamping de l'ONU cité. 5. Les différentes cours et tribunaux internationaux ainsi que d'autres institutions informées du dossier, tout en lançant un cri d'alarme de bien vouloir saisir l'affaire suivant leur statut et compétences territoriales pour que nous, les rescapés, réfugiés Hutus du génocide oublié, soient établis dans nos droits.